Donc effectivement, je vais vous parler un petit peu de changement climatique et de la problématique surtout liée donc, aux conséquences au vignoble, notamment pour faire la part des choses par rapport aux vignobles qui ont la possibilité d'être irrigués. Donc quand on n'a pas l'accès à l'eau, finalement, est-ce qu'on a en droit d'attendre des solutions, des modifications des pratiques culturelles et comment imaginer ces solutions-là? C'est une présentation que j'ai faite en coordination avec des organismes professionnels du pourtour méditerranéen avec qui nous travaillons habituellement. Donc, certains de ces résultats sont issus des collègues des chambres d'agriculture du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, Vaucluse et Bouches-du-Rhône, du GRAB également, le groupe de recherche en agriculture biologique, avec le soutien financier donc, de France Agrimaire, du CIVL, des régions PACA et Languedoc-Roussillon. Donc pour entrer dans le vif du sujet, le changement climatique, qu'est-ce que c'est? Juste quelques diapositives, et je souhaite vraiment insister dessus. C'est avant toute chose un réchauffement. C'est un réchauffement, mais également une altération des conditions pluviométriques sur l'année. On a ici les projections à la fin du siècle de ce que pourrait être, en fonction des saisons, les évolutions donc, thermiques et hydriques. Sur la gauche, on s'aperçoit que quelle que soit la saison, on a un réchauffement qui est prenant. Et sur la droite, en termes de précipitations, on ne peut pas encore vraiment parler de baisse des précipitations très certaine, tant l'alternance entre les années est importante, mais par contre, la saisonnalité est une simulation qui est quasi certaine, c'est-à-dire que les 3 saisons printemps, été, automne seront probablement plus sèches que jusqu'à présent, avec une compensation pendant la saison hivernale au niveau des précipitations. Donc on a vraiment bien ces deux notions de réchauffement et de pluviométrie contrariée. Donc par rapport à ça, nous avions conduit il y a quelques temps des études sur les effets attendus au vignoble. Donc quels sont ces effets probables? Certains sont déjà aujourd'hui observables, il s'agit de la phénologie. Vous avez un raccourcissement notamment de la date de récolte de 10 à 15 jours en moyenne. Donc en jaune, ce sont des observations réalisées dans la région. Et en rouge et bleu, ce sont finalement deux simulations prises sur les scénarios du changement climatique. On s'aperçoit que quel que soit le scénario, on a quand même un raccourcissement du cycle végétatif, quels que soient donc les stades phénologiques, véraison, floraison et débourrement, avec quelques incertitudes en ce qui concerne la levée de dormance. Bon, je ne vais pas m'étaler sur la question. Il semblerait que les besoins en froid pour la vigne soient extrêmement faibles, mais au vu des scénarios dans le futur, il se pourrait selon les cépages, qu'il y ait quelques problèmes également de levée de dormance. A priori, ça ne sera pas le principal des préoccupations. Donc ce changement climatique a des effets sur la phénologie, des effets également qui sont observés, sans parler de 2016, mais sur les quelques millésimes passés, sur les rendements. Alors au niveau national, on a une approche qui est différenciée en fonction des vignobles, car dans les régions les plus froides, finalement, le réchauffement va tendre vers un optimum physiologique de photosynthèse, là où finalement en région méditerranéenne, on a dépassé cet optimum et on a les effets négatifs des températures trop élevées. Et les simulations que l'on peut observer sur les rendements à la fin du siècle sont de l'ordre de 15 à 35% de baisse en moyenne. J'insiste bien sur le fait que c'est la conséquence des 3 effets, thermique, hydrique et du raccourcissement du cycle végétatif. Donc quand on a accès à l'irrigation, on peut compenser une partie de ces problématiques-là. La question, c'est finalement quelle stratégie mettre en place lorsque l'on n'a pas accès à l'irrigation. Les objectifs étant double. D'une part, d'agir sur la maturation, car bien souvent, on l'a vu, on vendange beaucoup plus tôt, mais avec une qualité de vendange qui est déphasée entre la maturité sucre et la maturité polyphénolique. Donc l'idée, ça serait peut-être de regagner des dates de vendange plus en cohérence avec ce que nous connaissions, vendanger un petit peu plus tard, notamment pour que la synthèse d'arômes puisse se faire dans des périodes moins caniculaires, avec une meilleure alternance des températures diurnes et nocturnes. Donc un des premiers objectifs est de pouvoir retrouver une maturation plus correcte qui éviterait des degrés trop importants. Le deuxième serait d'agir sur la contrainte hydrique. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre sur les vignobles déjà en place en termes de pratiques culturelles? Il suffit d'observer les 3 compartiments, plantes, climat, sol, et essayer de faire un recueil finalement de ce qu'il est possible de réaliser en termes de modification des pratiques culturelles.
Alors sur la plante, on va pouvoir agir, j'introduis de suite à la diapo suivante, sur ce qu'on appelle le rapport feuille-fruit, c'est-à-dire l'équilibre entre le feuillage, que l'on peut réguler à la marge par les essimages et les rognages, et le rendement, qui est une variable d'ajustement également. Donc je vais vous illustrer ici le comportement d'une vigne témoin sur une parcelle, c'est un exemple parmi d'autres. Vous avez sur cet abac-là les niveaux de sensibilité à la contrainte hydrique, avec dans le bleu l'absence de contraintes et tout en bas des contraintes très, très importantes. Donc là, si c'est trop petit, on est entre floraison et vendange sur la totalité du parcours. Et on a ici le comportement d'une vigne relativement sensible à la contrainte, pour vous donner un ordre d'idée, avec production type AOC 50 hecto-hectares. Que se passe-t-il si on réduit la charge en raisin par 2 ? On est sur des rendements mesurés de l'ordre de 25-30 hecto-hectares. On s'aperçoit que finalement la réduction de la charge en raisin n'a pas permis de lutter contre le déficit hydrique estival. On s'est posé la question dans l'autre sens, si on augmente la charge en raisin en jouant sur le nombre de bourgeons, même constat, on s'aperçoit que finalement le parcours hydrique, le vécu hydrique de la plante est complètement insensible à la modification de charge en raisin sur la plante. Ensuite, on a vu, rapport feuille-fruit, on peut soit jouer sur le rendement, soit jouer sur le feuillage. Donc on a essayé de conduire dans ces situations-là des essimages répétés dès la floraison pour maintenir un gabarit de végétation d'une vingtaine de centimètres plus bas que le témoin. Un exemple parmi tous ceux qu'on a pu obtenir est ici illustré, donc vous le constatez également, on ne régule pas suffisamment la transpiration de la végétation pour que l'on puisse compenser des déficits hydriques importants. J'ai mis pour illustration là en médaillon les deux photos sur la droite qui sont issues de l'année 2016. Sur la droite, notre modalité éclaircie à 4 grappes par cep, et sur la gauche, la modalité témoin qui en contenait 14. De visu, on s'aperçoit que la défoliation n'a pas été plus faible dans un cas que dans l'autre. C'est pour illustrer le fait que finalement, avec la régulation de la charge en raisin, on ne modifie pas la contrainte hydrique. Alors, je ne veux pas dire, il ne faut pas me faire dire ce qui n'est pas montré ici. On a des effets induits sur la maturation qui sont très notables. Par contre, on ne joue pas sur la contrainte hydrique. Donc, effets sur la maturation qui sont ceux qui sont communément connus. Moins il y a de raisin, plus la maturation est accélérée. Un autre exemple, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on avait poussé le vice jusqu'à supprimer complètement les grappes d'une modalité pour voir si finalement on arrivait uniquement avec le feuillage à réguler la contrainte hydrique. Ce n'est pas le cas non plus, et on se retrouve sur le même cas de figure des différentes modalités dont le parcours hydrique se superpose. J'ai remis cet exemple-là parce que cette année, ça permettait de confirmer le précédent, mais cette année, nous avions suivi de façon complémentaire des modalités de densité de plantation élevée. À 6000 pieds, en resserrant la densité sur le rang, et 10 000 pieds hectares. Et là, par contre, on s'aperçoit des effets, alors pour le coup, négatifs, des densités de plantation importantes en situation de contrainte hydrique forte. Nous manquons encore de parcelles témoins qui permettraient de vérifier l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'à 2000 pieds hectares, à 3000 pieds hectares, on serait potentiellement moins sensible à la contrainte hydrique que dans le cas de notre témoin qui est aux alentours de 4500. On sait que l'augmentation des densités est une chose sur laquelle il faut faire extrêmement attention si on est en situation de contrainte hydrique sensible. Fort de cet enseignement, on avait quand même observé que finalement 20 cm de limitation de végétation, un essimage de 20 cm était trop peu pour créer un différentiel. On se posait la question quand même, on peut arriver à limiter la transpiration de la végétation en limitant le nombre de feuilles, ça paraît tout à fait cohérent. Donc on avait mis en place avec les collègues des chambres d'agriculture notamment des essais qui visaient à induire des rognages sévères à véraison. Alors vous le voyez, on réduisait le gabarit de végétation par 2, c'est très impactant. Donc d'entrée, si c'est une solution d'avenir, elle ne peut s'intéresser qu'aux vignobles à port court, les cordons notamment. L'idée c'était de dire on laisse les grappes s'établir dans des bonnes conditions entre floraison et véraison,
Et là où on a le maximum de contraintes hydriques, c'est pendant le mois d'août à la Véraison. À ce compte-là, on limite complètement les potentialités de transpiration et ça permettrait également de retarder la maturation pour qu'elle se produise dans des périodes climatiquement plus clémentes. Alors une fois encore, en termes d'effet sur la contrainte hydrique, même en limitant par deux le gabarit de végétation, on n'a pas pu différencier les modalités. Par contre, en termes de maturation, nous avons eu des résultats qui étaient quand même relativement intéressants, puisque vous avez sur la gauche l'évolution des taux de sucre, où on s'aperçoit qu'on a bien retrouvé des dates de vendange, on va dire, normales. Au lieu de vendanger au 20 août, on vendange plutôt autour du 10 septembre, donc on a un décalage de 10 à 15 jours. Et l'intérêt était surtout que l'on n'a pas du tout altéré l'accumulation des anthocyanes dans ces cas de figure. Donc ça nous a vraiment permis de retrouver un décalage de maturité qui permettait de retrouver des niveaux qualitatifs de vendange en sucre et en anthocyane tout à fait conformes à ceux que l'on avait avant les problèmes liés au réchauffement climatique. Il faudrait pouvoir quand même poursuivre ce genre d'essai pour voir les répercussions à long terme, parce que c'est relativement impactant, au moins visuellement, sur la vendange, sur la vigne, pardon, pour voir l'acceptation de cette pratique au vignoble, et pouvoir tester également en complément de ces simples critères analytiques des effets en termes de qualité organoleptique, arôme notamment, et dégustation des vins. Donc c'est des choses qui restent à acquérir. Alors je vais passer rapidement sur ce que nous avons testé également ici. Ce sont des engrais foliaires à vertu d'amélioration d'efficience pour l'eau. Même constat que précédemment, on n'a pas eu de révolution en termes de limitation de la contrainte hydrique. Ce sont des engrais foliaires qui ont la vertu de nutrition minérale, mais qui n'ont pas permis de limiter une contrainte hydrique estivale. Il reste à tester également des solutions d'antitranspirants, qui sont des solutions différentes, voire la pulvérisation d'argile pour des solutions d'occlusion de la lumière. Ce qui me permet de faire la transition, en me pressant un petit peu, puisque si on regarde le deuxième compartiment en termes de climat, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a des possibilités d'étudier des ombrages de la végétation, puisqu'aujourd'hui, des solutions techniques sont proposées par les industriels. Vous avez ici une illustration de ce qui est possible de mettre en place. Et donc, on a testé ça en termes d'effets sur la contrainte hydrique et la maturation. Les effets sur la contrainte hydrique, cette première expérimentation montre que pendant la période de maturation, on a eu un écart significatif de contrainte hydrique et durable, ainsi que sur les deux autres séries de mesures qui ont été réalisées. Donc sans être spectaculaire, on a quand même une tendance, c'est la seule pratique que l'on a testée, qui a permis de traduire une tendance à limiter la contrainte hydrique. Et en termes d'effet sur la maturation, on retrouve un décalage de maturité sucre de 7 à 10 jours, donc tout à fait intéressant par rapport à nos objectifs. Cependant, et nous travaillions sur Grenache ici, un déficit d'accumulation des anthocyanes. Alors comme on est sur Grenache, ça peut être problématique. Je dirais que sur d'autres cépages à plus fort potentiel, ça peut être tout à fait acceptable. Et pour finir le tour d'horizon des trois compartiments, nous avons également travaillé sur des apports de mulch au sol, puisque c'est quelque chose dont on entend souvent parler pour limiter la transpiration et donc les pertes en eau. Donc des mulches assez conséquents, une quinzaine de centimètres épandus au sol, sur la totalité de la surface. Vous avez ici le distinguo entre à droite le témoin sans mulch et à gauche on voit très bien la quantité de BRF apportée. Et ici encore, cet essai illustre les différences entre les deux modalités qui sont relativement faibles. Et ces conclusions sont complétées par l'ensemble des essais qui ont été réalisés sur cette pratique. Donc le mulch n'a pas permis donc une économie d'eau et de limiter la contrainte hydrique à la parcelle. En complément, juste deux informations, ce mulch s'est sali relativement vite avec les adventices au bout de la deuxième année et a été un terrain de jeu privilégié également pour les sangliers, de façon non maîtrisée, mais un beau labour a été réalisé ici. Voilà, donc je vais conclure pour rester dans les temps, simplement pour dire que sur l'ensemble des pratiques culturales testées, finalement, il n'y en a pas une qui représente une solution miracle par rapport à une absence d'irrigation. Peut-être qu'une solution, c'est finalement une somme d'actions individuelles qui peut être mise en place. Cependant, quand on regarde donc les perspectives liées au changement climatique, avec trois échéances principales, voilà, on est au début de ce changement climatique. Vous avez ici les scénarios d'évolution qui sont proposés. On s'aperçoit qu'avec les conditions actuelles, les interventions techniques au vignoble en place
ont que peu d'effet, quoi. Donc la question, c'est se poser demain la question, les vignes à planter qui vont être en place pour 25-30 ans, que peut-on faire? Réfléchir vraiment, je pense, si on est dans des situations à fort déficit hydrique, à la localisation de ces vignobles dans la mesure des possibilités offertes par le foncier, bien sûr. Et il faut se poser la question de l'adaptation des modes de conduite. On l'a vu avec les densités de plantation, donc peut-être déjà privilégier des choses relativement basses, plutôt que d'aller chercher des densités élevées, dans la mesure où le rendement de l'exploitation puisse être assuré également. Et ouvrir le champ du possible sur les réflexions en termes de mode de conduite. Et à plus long terme, puisqu'on le voit, on va sur une pente ascendante, par où passeront les solutions? Très certainement par de l'adaptation variétale. Alors, adaptation variétale de nos encépagements actuels, qui vont avoir un impact finalement sur la qualité des vins produits. Donc il faudra accompagner cette réflexion d'une réflexion sur la valorisation économique, vu qu'il y a des impacts concomitants également sur le rendement. Et une question de recherche également de variétés, soit cépages, soit porte-greffes, qui soient beaucoup plus tolérants à la contrainte hydrique si l'irrigation n'est toujours pas possible sur ces secteurs fortement sensibles. Je m'excuse de m'être pressé de cette façon-là, c'était pour respecter les temps. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Christophe Payan.